Che Guevara serait-il devenu le nouvel avenir de la révolution? Che Guevara est mort il y a 40 ans. Les militaires boliviens qui l'ont exécuté ont longtemps caché son corps pour qu'il ne soit pas l'objet d'un culte. Peine perdue. Du t-shirt aux prières des paysans boliviens pour apporter l'appui, l'image du Che semble avoir dévoré son action pour ne laisser qu'une icône. Qu'en est-il de sa pensée aujourd'hui? Qu'est-ce que le guévarisme? Dans leur ouvrage « Che Guevara, une braise qui brûle encore », paru chez Fayard, Olivier Besancenot et Michael Lowy répondent à ces questions, mais s'attachent surtout à expliquer en quoi le marxisme humaniste de Ernesto Che Guevara est d'une actualité brûlante aujourd'hui. Mais pour beaucoup, la vie du Che reste à découvrir. On compte sur vous ce soir, Olivier Besancenot, pour en savoir un peu plus. C'est l'itinéraire d'un jeune Argentin qui vient d'une famille de classe moyenne, avec un père qui a fait la Révolution espagnole, donc un milieu un petit peu politisé, architecte, et qui évolue dans un milieu de réfugiés espagnols, dans un quartier plutôt populaire. Donc le Che va très très vite être en contact avec la misère latino-américaine dès son enfance, pas à sa maison, mais dans son quartier, avec toute une série de gamins qui sont désœuvrés. Et du coup, le Che se lance rapidement dans des études de médecine, à la fois parce qu'il y a cette misère qu'il constate, et puis parce que lui-même, peut-être, est asthmatique d'enfance, extrêmement asthmatique. Il le sera toute sa vie. Ça le poussera chaque fois dans des situations extrêmes. Et il fait beaucoup de sport. Et pour dépasser cette maladie-là, cette pathologie-là, il va se faire violence, d'abord par le sport, par des sports intenses comme le rugby, et puis ensuite, tout au cours de sa vie, je veux dire, il y a évidemment toute une série d'anecdotes dans ses combats militaires, où le Che à chaque fois se faisait violence, refusait de montrer ses faiblesses à ses camarades de combat et aller jusqu'au bout, parfois même à la limite de la mort. Il le fera jusqu'à la fin de sa vie. Donc le Che soigne régulièrement des enfants malades. Dans ses voyages, il va volontairement participer comme médecin apprenti à l'aide médicale dans des léproseries. Et puis il va constater une impasse, comme il le dit lui-même. Et c'est ça qu'il dit dans son livre Latina Americana. C'est j'ai compris qu'à un moment donné, on ne pouvait pas simplement soigner les malades. Il fallait s'attaquer à ce qui rend les malades malades, c'est-à-dire la misère. Et à un moment donné, il ne suffit plus comme médecin, et le médecin se double d'un révolutionnaire. Et il y a une adéquation entre ses paroles et ses actes. Et finalement, sa vie politique, c'est une vie extrêmement courte. C'est globalement 15 ans. Et c'est finalement 3 grandes périodes. Il va d'abord avoir une grande séquence de voyages à travers l'Amérique latine. Il participe à des événements extrêmement importants. En 1954, il se retrouve au Guatemala. À l'époque, il y a un gouvernement qui fait des réformes plutôt progressistes, des réformistes sincères, on pourrait dire, dirigés par un colonel qui s'appelle Jacobo Arbenz. Et cette réforme agraire, elle est jugée absolument insupportable par la United Fruit, qui est en fait l'espèce d'équivalent de la grande multinationale américaine de l'époque. Et du coup, il va y avoir un coup d'État sanglant qui va renverser ce gouvernement-là, le gouvernement de Jacobo Arbenz. Et dans ce processus-là, dans cette contre-révolution finalement, le Che va tirer des enseignements politiques, mais il va surtout tirer des rencontres militantes avec des militants révolutionnaires, avec des exilés cubains, castristes, et tout ça, ça va participer, je dirais, à sa politisation. Mais c'est important de comprendre que dans ces voyages, finalement, sa politisation, c'est d'abord une affaire de rencontres, d'échanges, de discussions, et je crois que de ces rencontres humaines, ce qui va finalement marquer son marxisme à lui, c'est d'être marqué par un humanisme révolutionnaire, c'est-à-dire que, puisque son engagement vient de rencontres humaines, il pense que l'engagement politique peut avoir de sens que si c'est les humains eux-mêmes qui s'y mettent. Et ça, c'est déjà une première rupture qui va s'expliquer un peu plus tard dans la deuxième partie de sa vie, finalement, quand il va participer au gouvernement cubain. C'est déjà une première rupture avec le socialisme russe, avec le socialisme réellement existant, qui est finalement présenté à l'époque, j'y étais pas, mais j'ai cru comprendre, comme un collectivisme caricatural qui nie l'importance de l'individu. Et pour lui, comme l'humain est au cœur du projet de transformation sociale, ça devient élémentaire, c'est-à-dire qu'un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui doit ressentir la révolte de façon personnelle, quel que soit le peuple qui est concerné sur le globe, et de là il tire son propre internationalisme, et le torchon va progressivement brûler avec les autorités soviétiques, surtout dans la deuxième finalement grande partie de sa vie, qui est sa participation au gouvernement révolutionnaire cubain. Donc le Che rencontre Fidel Castro quand il est en exil au Mexique, après l'épopée du Guatemala, et ils partent dans la Sierra Maestra, qui sont finalement
une zone montagneuse de Cuba, et ils sont pourchassés par 30 000 hommes, envoyés par la dictature de Batista, qui est une dictature particulièrement féroce. Et progressivement, cette guérilla qui constitue va se renforcer de l'appui des paysans, va se transformer en un mouvement de masse et va réussir à faire la révolution. Et son vieux projet, c'est que ce qu'a été finalement la Sierra Maestra pour Cuba, cette zone montagneuse qui a été un premier foyer de guérilla, puisse se transporter, puisse se généraliser, puisse s'étendre à la Cordillère des Andes, qui est toute la zone montagneuse de l'ensemble de l'Amérique latine, qui devrait devenir un foyer de guérilla qui permettrait à différentes révolutions d'avancer en Bolivie, au Pérou et en Argentine. Il envoie en éclaireur des militants révolutionnaires. Il y a un premier noyau de guérilla qui va en Argentine, qui se fait décimer. C'est un drame individuel pour lui. Et du coup, il est obligé de se rabattre comme première base arrière militaire en Bolivie. De mois en mois, le Che va se retrouver dans une impasse politique et militaire, va se retrouver avec un noyau de 12 personnes, complètement isolés non seulement des villes, mais isolés aussi de la campagne. Et c'est la grande différence avec Cuba. C'est-à-dire que les paysans qui très rapidement à Cuba vont accueillir les guérilleros, les barbudos à bras ouverts, vont être un foyer d'espions et de dénonciateurs en Bolivie. Pourquoi? Et ça, le Che l'a un petit peu sous-estimé, parce qu'en Bolivie, à la différence de Cuba, les paysans bénéficiaient d'une timide réforme agraire qui fait que les conditions paysannes n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et dans cette impasse politique et militaire, le Che va terminer en effet les armes à la main, dans un ultime combat où il va finir par se faire capturer. Olivier Besancenot, il y a des controverses, bien sûr, des choses autour du Che, et particulièrement, vous l'avez dit, ça a été un homme d'action, il avait des responsabilités telles qu'il a été en position de pouvoir faire exécuter un certain nombre d'hommes qui étaient généralement de la police secrète cubaine. Mais je crois qu'il y a deux façons de discréditer le Che. Soit de le faire passer pour un bourreau sanguinaire avec cette thèse-là, soit de le faire passer pour un saint et pour un surhomme. Le Che, c'était ni l'un ni l'autre. C'était un militant révolutionnaire avec ses forces et ses faiblesses. Maintenant, il y a des faux procès qui ont lui été faits. Enfin, en tous les cas, on présente comme un scoop 40 ans après le fait que Che Guevara aurait tué. Bien sûr, Che Guevara a tué, évidemment. Che Guevara a fait une lutte armée, une guérilla contre une dictature qui était particulièrement féroce, qui était celle de Batista. Il y a une polémique, en effet, sur les exécutions, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centaines, probablement, de Cubains du régime de Batista qui sont exécutés au moment de la libération cubaine, au moment de la révolution cubaine. Dire qu'il a jubilé à ce moment-là, je pense que c'est franchement calomnieux, parce que tous les témoignages des deux camps prouvent que le Che, dans sa pratique, n'avait rien à voir avec un sanguinaire. C'est quelqu'un qui soignait tous les prisonniers qu'il pouvait attraper dans la guérilla. C'était pas un tortionnaire, parce que le Che n'a jamais torturé, même les pires de ses détracteurs ne peuvent pas le prouver. Par contre, il y a eu ces peines de mort, ces peines capitales et ces exécutions. S'il y a une leçon à retenir du Che, c'est que le Che, c'était un indépendant d'esprit. Il a dérangé toute sa vie, tout le monde, le capitalisme, le colonialisme, l'URSS, la direction cubaine, et sa popularité, elle dérange encore. Et pour ceux qui ont envie d'avoir un avis, un esprit critique, faut lire, il faut s'instruire. Je crois qu'à l'évidence, ils vont le lire. En tout cas, j'espère, merci Olivier. Merci.